Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. La zone de libre-échange continentale initiée par l'Union africaine entre en vigueur ce jeudi. Objectif, augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022. Quelles pourraient être les conséquences de cette nouvelle zone de libre-échange sur les économies africaines? Nous ferons l'analyse dans un instant. Plus de 2 ans après sa mort, la dépouille d'Étienne Tshisekedi est arrivée à Kinshasa. L'opposant historique et Premier ministre sera Bonsoir. On le disait en titre, après plus de 2 ans, la dépouille d'Étienne Tshisekedi, figure historique de la politique congolaise et ancien Premier ministre, est donc arrivé à Kinshasa ce jeudi. Félix Tshisekedi est finalement arrivé à Kinshasa. Il était attendu au tarmac de l'aéroport par son fils, le président Félix Tshisekedi. Donc, les autorités congolaises assurent que tout a été mis en œuvre pour que ce rapatriement soit dans les normes. 3 jours de funérailles et d'hommages populaires sont prévus. La présidence congolaise a annoncé la participation de 6 chefs d'État africains aux obsèques, notamment ceux de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Rwanda et du Togo. À Limete, fief du défunt, quelques dizaines de sympathisants sont regroupés devant le siège de l'UDPS, un parti créé par Étienne Tshisekedi en 1982. L'opposant et ex-premier ministre donc sera inhumé ce samedi. L'avion transportant dont la dépouille d'Étienne Tshisekedi, figure de l'histoire du Congo, décédé à Bruxelles le 1er février 2017, est arrivé ce soir aux environs de 18h20 TU à l'aéroport. Si l'on s'en tient donc aux images de la télévision congolaise, la RTNC, son fils et actuel président de la République démocratique du Congo l'attendait sur le tarmac de cet aéroport avant une journée d'hommage populaire et l'inhumation qui est prévue donc samedi. Voici quelques réactions recueillies sur place. Moi, ça me fait un peu du bien parce que M. Tshisekedi était exemplaire pour nous. Parce que partout qu'il marchait, partout il parlait, partout il faisait des campagnes, il faisait ça très bien, en calme. Il n'y avait pas de cas de violence, il faisait ça en qualité d'état de droit. Aujourd'hui, c'est important parce que, vous savez, le peuple congolais, avant, on était repéré. On ne savait pas s'exprimer, on ne savait pas réclamer nos droits, on ne connaissait rien dans ce pays. Mais grâce à Tshisekedi, il nous a réveillé le mental, il nous a donné, il nous a donné la force pour qu'on se déclare, tant que Congolais, qu'on réclame nos droits, qu'on réclame l'état des droits dans notre pays, qu'on s'exprime librement dans notre pays. Lui voulait la paix et l'état des droits. Et l'état des droits, maintenant, nous sommes en train de vivre ça par son fils Félix. C'est lui qui est maintenant le remplaçant direct de M. Tshisekedi. Sa mort nous a beaucoup attristés. Nous devons l'accueillir dignement et l'enterrer aussi dignement. Moi, j'aurais bien voulu que le corps de Tshisekedi soit placé à un endroit beaucoup plus visible que là où on prévoit l'enterrer. Parce que nous le considérons comme un héros national.
Et toujours en République démocratique du Congo, l'armée congolaise a exposé ce jeudi à Béni 23 corps d'insurgés qu'elle affirme avoir tués au combat dans l'est du pays. Là même où le groupe État islamique a de nouveau revendiqué une attaque contre l'armée, la région de Béni continue de faire l'objet de violences et des centaines de civils y ont été massacrés depuis octobre 2014 dans ces attaques attribuées aux milices des ADF. Les forces démocratiques alliées. Et on reste en République démocratique du Congo, cette fois-ci dans le Nord Kivu, qui a élu son nouveau gouverneur ce jeudi à travers un vote indirect où les grands électeurs, en l'occurrence les députés provinciaux, participaient. Carly Nzanzu Kazivita devient ainsi gouverneur de la province du Nord Kivu. Le candidat du Front commun pour le Congo a obtenu 28 voix lors du scrutin organisé ce 30 mai à Goma. Et voici le reportage de Charlie Kasserika. Les partisans et militants des différentes plateformes politiques sont venus nombreux soutenir leurs candidats. Les candidats FCC étaient en compétition avec deux autres candidats de la plateforme La Mouka ainsi qu'un indépendant. Les attentes et les priorités pour la province du Nord Kivu, beaucoup ont tenu à les rappeler au nouveau gouverneur. La sécurité véridique, 2. La justice, 3. L'amour, 4. Le travail et salaire. Nous voulons un gouverneur qui favorisera un bon climat des affaires, une sécurité permanente, qu'il favorise l'intégration sociale de toutes les couches sociales, surtout les personnes vivant avec handicap. Par manque de consensus pour avoir un candidat commun de l'opposition, les candidats de la coalition FCC Cash au pouvoir a remporté le gouvernorat avec 28 voix sur les 48 élus qui compte l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Rappelons que c'est le troisième gouverneur élu démocratiquement au Nord Kivu. Et la population de cette province, longtemps meurtrie par des conflits internes, attend beaucoup de lui, surtout dans les domaines sécuritaires et de l'emploi des jeunes. Charlie Kassereka pour VOA Afrique, Goma. Peut-être un nouveau départ pour les économies africaines. La zone de libre-échange continentale, SLEC, projet phare de l'Union africaine en vue de l'émancipation économique du continent, est entrée en vigueur ce jeudi et donc avec pour but d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022. L'annonce a été faite ce jeudi par l'organisation régionale. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. 52 des 55 membres de l'Union africaine ont signé l'accord portant création de la SLEC depuis mars 2018, sauf le Nigeria. Pour son entrée en vigueur, il fallait que 22 membres ratifient le document tout en le notifiant à l'organisation continentale. Depuis le 29 avril, le Burkina Faso et le Zimbabwe ont déposé leur instrument de ratification portant le nombre de pays inclus dans la SLEC à 24, avec des poids lourds du continent comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya ou l'Éthiopie. D'autres pays ont entrepris une ratification dans le Maroc. La zone de libre-échange doit permettre l'élimination progressive des droits de douane entre pays membres, favorisant ainsi le commerce au sein du continent. L'un des buts est d'amener les pays africains à s'émanciper d'un système économique centré sur l'exploitation des matières premières. La SLEC permettra ainsi de porter à près de 60% d'ici à 2022 le niveau de commerce intra-africain. Actuellement, seulement 16% du commerce africain s'effectue entre les pays du continent. Avec l'implication des 55 pays membres, la SLEC ouvrira l'accès à un marché de 1,2 milliard de personnes pour un PIB cumulé de plus de 2,500 milliards de dollars. Un optimisme diversement apprécié sur le continent pour les critiques du projet, la piètre qualité des infrastructures de transport et le manque de complémentarité entre les économies africaines constituent un frein au développement du commerce intra-africain. La zone de libre-échange continentale est donc entrée en vigueur ce jeudi. Pour parler de cette actualité, je vous propose d'accueillir Ibrahima Kane. Il est chargé du plaidoyer auprès de l'Union africaine. Vous travaillez, vous représentez donc Open Society. Ibrahima Kane, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que l'entrée en vigueur de cette zone de libre-échange continental signifie concrètement pour un Africain lambda? Bon, pour un Africain lambda, ce sera difficile parce que ce texte vient juste d'entrer en vigueur. Pour le mettre en place, il va falloir des mois, des semaines, que des lois soient votées au niveau national. Mais l'objectif fondamental, comme l'a dit tout à l'heure votre collègue, c'est de faciliter le commerce intra-africain. C'est de faire en sorte que d'ici quelques années, plus de la moitié du commerce que les États africains font se fasse entre les États africains. Alors, c'est ça l'objectif fondamental. C'est ambitieux, ça fait partie des éléments fondamentaux de l'intégration, en tout cas de la stratégie d'intégration continentale. C'est très ambitieux. Alors, faciliter les échanges entre pays africains, 52 pays ont signé l'accord de création de la SLEC, 24 à ce jour l'ont ratifié. Des grands pays comme le Nigeria sont hors de course. Comment expliquer cela et qu'est-ce dans une mesure qui est censée booster l'économie? Bon, je comprends très bien la position d'un pays comme le Nigeria. Vous savez, l'économie africaine à ce moment, au moment où je vous parle, n'est pas une économie très intégrée. La stratégie que les États africains avaient adoptée depuis 1991 avec le plan de Lagos, c'était d'aller graduellement vers une intégration économique et utiliser les communautés économiques régionales comme étant les piliers de l'intégration. Mais dans la discussion concernant la ZLECA, les communautés économiques avaient été exclues. Et donc, tout le travail qui a été fait par les communautés économiques régionales pour concevoir à l'intérieur d'un petit espace économique des règles qui, par la suite, pourraient converger avec les autres économies du reste de l'Afrique, ceci n'a pas été pris en compte dans la ZLECA. Et donc, on se trouve dans un contexte où ce sont les États puissants, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, qui vont bénéficier de ce système, c'est-à-dire qui vont imposer leur volonté aux autres pays les plus faibles, et cela risque de poser beaucoup de problèmes aux États dits faibles économiquement. Alors, vous parlez, excusez-moi, vous parlez des États faibles, justement. À côté de cette zone de libre-échange continental, il y a aussi les APE, les accords de partenariat économique. Et le point commun avec la SLEC, c'est, à mon avis, la suppression des droits de douane, ce qui va pousser certains pays à souffrir beaucoup plus que d'autres, non? Comment cela doivent-ils réagir? Exactement. Cela va poser beaucoup de problèmes, mais ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est que pour le moment, on n'a pas de mécanisme clair d'évaluation des progrès en matière de commerce entre les pays africains. Parce que si on compare ce que les États africains sont en train de faire avec ce qui a été fait dans d'autres régions, par exemple en Europe, qui est le modèle le plus achevé, on sait que dans le système de l'Union européenne, il y a des systèmes de péréquation, c'est-à-dire les États profitent, mais les États aussi investissent dans les États les plus pauvres pour les amener à prendre le train en marche. Or, jusqu'à présent, la ZLECA ne met pas en place ce mécanisme-là. Tout à fait. Ce qui fait que dans les pays comme l'Afrique du Sud ou le Kenya, où beaucoup de compagnies étrangères sont installées, ils vont profiter de cette SLEC-là. Merci beaucoup, Ibrahima Kane. Je rappelle que vous êtes chargé du plaidoyer auprès de l'Union africaine. Vous travaillez pour Open Society. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a essuyé un revers pour n'être pas parvenu à former à temps une coalition gouvernementale. Et c'est sous les cris de « honte à vous » lancés par l'opposition que le Parlement israélien a voté à la première heure aujourd'hui sa propre dissolution et la tenue de nouvelles élections. Les Israéliens retourneront donc aux urnes le 17 septembre pour la deuxième fois en 5 mois. Par ailleurs, le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, Jared Kushner, est à Jérusalem pour discuter du plan américain pour résoudre le conflit avec les Palestiniens. Les dirigeants palestiniens ont déjà fait savoir qu'ils rejettent ce plan, affirmant que le président américain avait un flagrant parti pris en faveur d'Israël. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Survivre au cancer du sein, c'est possible grâce au dépistage et à des traitements de pointe. Nous sommes allés dans l'État de l'Ohio, ici aux États-Unis, pour suivre un de ces nouveaux traitements. Dans ce journal, nous irons au Sénégal à la rencontre d'une reine, Marie Diouf, la reine du sel, une entrepreneuse pas comme les autres. Enfin, en sport, le premier match de la finale NBA entre Toronto et Golden State se joue ce soir. Pascal Siakam, l'ailier camerounais des Raptors, envoie un message d'espoir à l'Afrique. Les mosquées du monde entier ont intensifié leur sécurité pendant le Ramadan à cause, bien entendu, des nombreuses attaques sur les lieux de culte. Un reportage de Phil Dieng King dans la région de Washington. Il est rendu par Lundiaï. Pour des milliards de musulmans dans le monde, le Ramadan est le mois pour servir la communauté, faire le jeûne et les prières quotidiennes. Mais 11 personnes ont été tuées dans une synagogue de Pennsylvanie. Puis en mars, un Australien a abattu 51 personnes dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Depuis cet incident, les mosquées aux États-Unis et partout dans le monde prennent les questions de sécurité beaucoup plus au sérieux. Aujourd'hui, si vous allez à la prière du vendredi ou dans un centre islamique, vous verrez une présence sécuritaire renforcée. À la mosquée Dar al-Hira en Virginie, les 5 prières quotidiennes sont protégées par les gardes et la police. C'est comme pour toutes les mosquées du pays, nous devons être vigilants et augmenter nos agents de sécurité. Alhamdulillah, nous n'avons rien à craindre et nous avons la liberté de pratiquer notre religion. Après les tueries de Christchurch, sa mosquée a commencé à offrir des formations pour répondre à des situations similaires. Ils viennent tous avec leurs enfants et leurs femmes et ils viennent confiants et tout en sécurité. Avez-vous déjà reçu des menaces? Jusqu'à présent, non. Éduquer les non-musulmans peut accroître la sécurité, d'après Mohamed Farid, un fidèle musulman. Un des programmes que nous offrons les mardis, c'est une sorte de rencontre interconfessionnelle pour permettre une meilleure connaissance de l'islam et du Coran. Le Ramadan s'est poursuivi dans la région de Washington, jusque-là sans problème. Les leaders musulmans disent espérer que ce mois se termine sur une réflexion spirituelle plutôt que sur des questions de sécurité. Parlons à présent de cancer du sein. Il est le plus fréquent chez les femmes dans le monde et représente 16% de l'ensemble des cancers féminins. Les taux de survie au cancer du sein sont extrêmement variables d'un pays à l'autre, allant de 80% au plus en Amérique du Nord à moins de 40% dans les pays à faible revenu. Mais de plus en plus, le dépistage et les traitements de pointe aident les femmes à survivre au cancer du sein. Plus de 200 000 femmes sont confrontées à des semaines de radiation ou même à des mastectomies chaque année ici aux États-Unis. Une nouvelle étude suggère toutefois une troisième option, plus clémente. Nous sommes allés dans l'État de l'Ohio. C'est un reportage de Kevin Enoch. Le récit est de Thierry Kaoré. Après avoir subi une opération chirurgicale pour éliminer une tumeur cancéreuse du sein, Wendy Lieberger pensait que la radiothérapie subséquente allait l'éloigner de son travail de pasteur. Devoir voyager pendant 2 heures, plus de 2 heures par jour, et ce, sur plusieurs semaines. Je ne savais pas trop comment gérer cela. L'oncologue Julie White lui a proposé une autre option. Au lieu de soumettre tout le sein à la radiation, elle pourrait cibler la petite zone où la tumeur a été retirée, un plan de traitement qui n'a pris que 5 jours. Quand on observe les femmes ayant une nouvelle tumeur au sein après une opération, c'est souvent à 80 ou 90% au même endroit de la poitrine.
Le docteur White a mené une étude comparative à l'hôpital de cancérologie James de l'Université de l'Ohio sur la réapparition du cancer chez les femmes ayant subi une radiation complète ou partielle du sein. Elle a révélé que les femmes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce et qui avaient subi une chimiothérapie complète avaient un taux de récurrence inférieur à 5% après 10 ans. Les mêmes résultats ont été notés chez les femmes ayant une chimiothérapie partielle. Le traitement court de 5 jours est tout aussi efficace que 4 à 6 semaines d'irradiation complète du sein. Bien que la radiothérapie partielle du sein ne soit pas une option pour toutes les patientes, elle offre aux femmes une option moins intense, mais tout aussi efficace lorsque la chirurgie est nécessaire. Cela facilite vraiment l'accès du plus grand nombre de femmes à une bonne radiothérapie, de sorte qu'elles puissent préserver leur poitrine si elles le peuvent. Cela a permis à Wendy Lieberger de continuer à faire ce qu'elle aime. J'ai vécu ma vie pleinement durant les traitements, avant et après les traitements. Les chercheurs espèrent que l'étude encouragera les hôpitaux à proposer en priorité la radiothérapie partielle du sein. Et toujours en rapport avec les espoirs de la médecine, cette histoire émouvante dont on n'a pas fini de parler. Il y a 20 ans, une petite fille, Balkis, a été amenée en Israël pour y subir une opération chirurgicale. Balkis était née avec une malformation cardiaque congénitale grave et à Zanzibar, son pays natal, elle ne pouvait pas recevoir le traitement approprié. 2 décennies plus tard, le même problème cardiaque a été diagnostiqué chez Fatma, la fille de Balkis, âgée d'1 an. Et une fois encore, les médecins de Zanzibar n'ont pu rien faire et l'aide à la petite Fatma est venue de la même ONG qui avait sauvé sa mère il y a 20 ans. Et l'organisation a annoncé mercredi que Fatma est le 5 millième patient à subir une procédure de sauvetage aux mains de ces médecins de l'organisation. Une nouvelle qui nous amène en sport où nous retrouvons donc Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir. Quelles sont les nouvelles? Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. C'est l'événement ici aux États-Unis. La finale NBA commence cette nuit. Des Africains sont en course pour un sacre dans le championnat d'élite américain. L'un d'eux, Pascal Siakam, envoie un message d'espoir à toute l'Afrique. Cela fait vraiment plaisir pour un enfant du Cameroun et d'Afrique d'être à ce niveau. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je suis fier de représenter le Cameroun et l'Afrique, a expliqué l'ailier camerounais de Toronto, coéquipier du Congolais Serge Ibaka, avant le premier match de la finale NBA ce soir, donc face au double champion en titre Golden State. À 25 ans, Pascal Siakam est l'une des révélations de la saison 2018-2019 et pourrait recevoir fin juin le trophée de joueur ayant le plus progressé. Il a quitté le Cameroun pour les États-Unis en 2013 pour rejoindre d'abord un lycée dans le Texas, puis l'Université du Nouveau-Mexique de 2014 à 2016. Drafté en 2016 par Toronto, il a explosé cette saison avec des statistiques de 16,6 points et 6,9 rebonds par match en saison régulière. De quoi donc faire rêver de jeunes basketteurs sur le continent. Et justement, une fenêtre d'espoir de rejoindre la NBA s'ouvre à eux à travers la Basketball Africa League. Vous le savez, la NBA va se déporter sur le continent africain à partir de 2020. Sa toute nouvelle compétition, la Basketball Africa League, regroupera des équipes provenant de différents pays africains avec des joueurs africains évoluant sur le continent, mais pas que. Le président de la Basketball Africa League nous en a parlé depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Suivez plutôt. C'est une mini-révolution que va vivre l'Afrique avec cette trouvaille de la NBA qui se déporte sur le continent, la Basketball Africa League. Au-delà du spectacle attendu, c'est une véritable opportunité d'affaires liée à ce sport qui se profile à l'horizon. Une opportunité de faire de la pratique du basket un véritable métier. Il y a aussi tous les entraîneurs qui peuvent devenir de véritables professionnels, des arbitres professionnels, des spécialistes du marketing, des spécialistes de la médecine du sport. Parce que ce que nous faisons à la NBA, c'est que nous embauchons les meilleurs dans tous les secteurs. 12 équipes issues de 12 pays africains prendront part à cette compétition. 6 de ces 12 nations sont qualifiées d'office au regard de leur bonne performance dans les compétitions déjà existantes sur le continent. Il s'agit de l'Angola, du Sénégal, du Nigeria, de l'Égypte, de la Tunisie et du Maroc. Et les
6 autres équipes vont sortir du tournoi de qualification que notre partenaire, la FIBA, va organiser. Et puis après, les équipes qualifiées vont constituer la Basketball Africa League. En termes de joueurs, chaque équipe aura un effectif actif de 12 joueurs. Et sur ces 12 joueurs, 8 doivent être des joueurs nationaux et les 4 autres peuvent venir d'autres pays. Sur ces 4 autres pouvant venir d'autres pays, 2 doivent évoluer sur le continent et les 2 autres hors de l'Afrique, mais tous des Africains. Des championnats comme l'Afrobasket, une sorte de CAN pour la balle au panier, mais aussi la Ligue des champions de basketball existe déjà sur le continent. Une collaboration avec la FIBA Afrique s'impose donc pour éviter un chevauchement des tournois. Cette collaboration nous permet de pouvoir nous accorder sur la programmation de ces différentes compétitions. Par exemple, nous ne jouerons pas au match pour la Basketball Africa League pendant les fenêtres de qualification, par exemple, de la FIBA. Ce conflit n'existera pas. Le lancement de la Basketball Africa League se fera fin janvier 2020. Les matchs commenceront fin mars et se joueront en aller-retour dans les pays qualifiés avant un Final Four qui regroupera les 4 meilleurs dans une capitale africaine pour un spectacle en vue de désigner le champion. Vivement donc cette Basketball Africa League. En football, Mbaye Niang signe à Rennes. L'attaquant international sénégalais a signé jusqu'en 2023 à Rennes après que le club breton a levé l'option d'achat de 15 millions d'euros du buteur qui a été prêté par le Torino cette saison. Arrivé après une Coupe du Monde en Russie, très réussie d'ailleurs, Mbaye Niang, 24 ans, a connu un début de saison difficile sous les ordres de Sabri Lamouchi. Lors de la trêve hivernale, l'hypothèse d'une rupture du prêt pour le renvoyer en Italie avait même déjà été envisagée. Mais il a réussi sa phase retour de championnat sous les ordres du nouvel entraîneur Julien Stéphane, terminant meilleur buteur du club avec 14 réalisations, toutes compétitions confondues. À demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Et puis quelques 30 000 personnes ont assisté au festival Bushfire à Eswatini, autrefois connu sous le nom de Swaziland. Il s'agit de l'un des plus grands festivals d'Afrique qui célèbre la musique, la gastronomie, le design et la diversité culturelle. Le festival Bushfire a lieu chaque année dans la vallée du Ciel au nord-ouest du pays. Salué pour être exempt de pollution et de crimes, le festival de cette année a rassemblé des artistes de 25 pays différents, y compris Morena Leraba du Lesotho et la fanfare techno-allemande Maute. Selon les organisateurs, plus de 60 pays participaient donc au festival de cette année. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur VOA Afrique et on se retrouve demain. Bonsoir.